Bonsoir, nous sommes mardi, il est 20h30, c'est l'heure d'ouvrir l'émission de Web TV, permet d'intervenir sur l'émission produite par le LOSC. Alors, avant de présenter les intervenants, le sommaire de l'émission, je voulais vous remercier pour votre soutien, le nombre de personnes qui ont été l'avant-dernière avec Jean Moulineau et la dernière avec Fernando D'Amico qui a rencontré un énorme audience. Merci de votre soutien et on essaiera de faire les prochaines semaines. Un sommaire axé sur l'actualité du club. Alors, première partie, qu'est-ce que ce match? La victoire de la volonté. Deuxième partie, un peu plus magazine. Nous évoquerons la nouvelle, le LOSC, le stade de dirigeants, viennent un peu ce club. On fera le voir comment cette nouvelle direction peut s'intégrer dans le projet sportif. Et enfin, troisième et dernier, nous reviendrons le prochain match, Rennes-Lille, les deuxièmes dans la semaine après Reims. Un deuxième de sommet du championnat. Pour voir différents sujets, nous avons plusieurs intervenants. Alors, on va commencer par Christophe C, qui est toujours présent avec son drapeau du Canada derrière. Bonsoir Christophe. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Nous avons Georges qui est de retour avec nous. Bonsoir Georges. Bonsoir à tous. Nous avons également Patrice qui nous rejoint cette semaine après quelques temps d'absence. Bonsoir Patrice. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Nous avons deux invités surprises que vous ne voyez pas. Ils sont timides, mais ils sont présents. Vous ne les verrez pas, mais vous les entendrez. Alors, nous avons Baptiste qui est également avec nous. Bonsoir, Baptiste. Bonsoir à tous. Et nous avons Christophe D qui est également parmi nous et que vous ne verrez pas ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Je n'oublie pas, il est là. Arnaud, donc, qui réalise l'émission, qui est toujours à la technique et qui va faire en sorte que vous passiez tous une bonne soirée en notre compagnie. Bonsoir tout le monde et bonsoir à Fernando qui nous écoute. Je vous rappelle que vous êtes en possibilité d'intervenir en direct dans l'émission, à la fois sur le chat du Twitch d'Allez le LOSC, et vous pouvez également intervenir en direct sur le groupe Facebook Allez le LOSC à travers les commentaires. Nous pouvons maintenant entrer, après ce bref préambule, dans le vif du sujet. Première rubrique de la soirée, qu'est-ce que c'est que ce match? Lille-Reims, la victoire de la volonté. Alors, qui veut commencer? Qui veut nous faire part de son avis sur le match? Georges, je te vois prêt à réagir. Toujours, ouais, scout toujours, oui. Un match en deux temps. Je trouve c'est vrai que la première mi-temps, elle était un petit peu à l'image de ce début de saison où on a senti une marque de fébrilité, beaucoup de duels perdus, des approximations, un jeu qui tournait au ralenti. Bref, on a retrouvé un petit peu les travers et puis on est sanctionné d'un but. C'est vrai que ça ressemblait un petit peu à ce qu'on avait vu face à Angers. Je trouve que la deuxième mi-temps, sans avoir été vraiment flamboyante, a amené un vrai mieux. Pour le coup, alors c'est vrai qu'il y a aussi deux cadeaux défensifs rémois, mais je pense qu'il fallait quand même aller les chercher. Enfin, je veux dire, c'était pas des cadeaux de cousu. La frappe de Bamba, faut quand même la placer. Et le raid de David pour marquer le deuxième but, il est pas pain béni, quoi. Il prend vraiment la défense à revers. Il réussit à devancer le gardien de but. Ça reste malgré tout deux beaux buts. C'est pas non plus des buts de casquette. Donc, je trouve que globalement, le déroulé du match n'a pas été inintéressant.
intéressant, c'est-à-dire que pour le coup, il y a un verre à moitié vide qui est la première mi-temps et le verre à moitié plein de la deuxième, donc on va s'engager sur cette perspective de se dire que il y a peut-être eu un déclic, je pense. Baptiste, je crois savoir que tu nous as préparé quelques statistiques sur ce match. C'est ça. Déjà, donc ouais, avant, je vais revenir sur ce que Georges a dit. Hein, c'est une mauvaise première période de nos dogs. On le dit souvent, mais Lille commence le match en seconde période. Alors, c'est bien hein, de travailler après le couvre-feu, hein, mais on ne gagne pas plus. Ça, c'est dommage. Mais sinon, une bonne seconde période marquée par des erreurs rémoises qui amènent le but de Bamba en dehors de la surface, encore une fois. Puis celle de Rajkovic sur ce missile de Sheka, d'ailleurs, et qui amène le but de Jonathan David. Donc les 3 points. Malgré ça, j'attends quand même un peu plus du LOSC, parce que footballistiquement parlant, c'est pas revenu comme en 2020. On n'a pas revu une grande équipe du LOSC. Et du coup, je vais revenir sur les statistiques. Donc, il y a eu 61% de possession du côté du LOSC, ce qui est énorme quand on sait que d'habitude, Lille aime la possession sans trop l'aimer. C'est environ 55% d'habitude du côté du LOSC. Et c'est seulement 42,3% de duels gagnés. C'est quand même 16 tirs, 8 cadrés, 8 tirs hors et 8 tirs dans la surface de réparation. Et enfin, encore 2 statistiques, c'est 36% de tacles réussis et seulement 6 interceptions. Et pour comparer en moyenne au match du LOSC, d'habitude Lille effectue plus de 12 interceptions, donc c'est un match faible en interception. Alors, sur ce match, est-ce qu'on peut qualifier cette victoire d'inquiétante après une contre-performance contre Orléans et après une victoire finalement par la plus stricte limite contre Nîmes qui était dernier du championnat? Christophe D, tu en penses quoi? C'est Angers, c'est pas Orléans. Ah, mais... j'ai toujours du mal avec Angers et Orléans. Non, inquiétant, non. Je pense qu'on a été fébrile, mais si on veut comparer les deux matchs, justement, Angers avait attaqué le match crânement, Reims a fait de même. Ils ont aussi attaqué crânement, et pour le coup, le résultat est déjà meilleur. On peut dire qu'on a quand même mieux résisté. Moi, ce que je retiens quand même, c'est le côté fébrile qu'on a souvent, et j'insiste, j'ai déjà parlé de ça la dernière fois, mais Maignan, il doit s'imposer en patron. Le but qu'il prend, c'est pas possible qu'il prenne comme ça. Moi, s'il le prend en plongeant, en prévoyant la balle d'à côté, en plongeant, je veux bien, mais pas à genoux par terre, une main en l'air, quoi. Là, c'est comme les buts qu'il prend contre Angers, quoi. C'est pas possible. C'est pas pour moi une attitude de patron, quoi. C'est pas le mec qui s'impose et puis qui dit aux défenseurs, moi j'y suis allé et vous avez quoi? Non, lui, il a arrêté. Donc ça, j'aime pas trop. Donc le côté fébrile, j'aime pas trop. Mais par contre, derrière, on peut pas leur retirer l'envie, qui est toujours là. Et les gars, ils y vont. Et puis, cette fois-ci, la deuxième mi-temps est bien mieux. Et l'apport des remplaçants a été très bien. Pierre Rojo, même s'il n'a pas été décisif, il a bien bougé la défense. Et Sheka, en 10 minutes, il a bien bougé les choses. Et c'est bien que ça vienne de lui aussi, ce but. Cette frappe de loin vicieuse que le gardien n'arrive pas à capter. Donc, oui, alors on peut dire que par rapport à Angers, ça se ressemble un peu. L'issue est meilleure. Est-ce qu'on va mieux? Je pense que oui, on va un peu mieux. Christophe C, tu rejoins cette analyse? Oui. Alors, le concept de victoire inquiétante, je ne maîtrise pas trop, mais moi j'ai vu un match de Lille dans son ensemble avec une grosse possession, comme les chiffres le disent, mais finalement une domination stérile avec, comme je disais Baptiste aussi, des duels qui sont perdus. Alors, j'ai pas renoté les virgules, mais 44-60 en duel. Quand on perd les duels, quand on est en retard, on fait des fautes. Et Lille a beaucoup de mal sur les coups de pied arrêtés. On prend un nombre de buts sur coups de pied arrêtés qui est impressionnant. On n'a aucune confiance en ce moment sur ces phases de jeu. On ne peut pas s'en sortir facilement sur ces matchs-là. Alors, quand on regarde, vous voyez, on a tenté l'exploit perso. Quand on écoute les commentaires à la télé, ça vaut ce que ça vaut, mais tout le monde le voit à l'image. Il faut écarter sur ces équipes-là, essayer de faire circuler vite le ballon. On l'a raté, tout ça. On s'est toujours engouffré dans l'axe. Alors, pour une fois, je dirais, il y a une chose bien, c'est qu'on a tenté des frappes. Alors, Baptiste les a donné les chiffres. Hein. Beaucoup de frappes de loin, comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Donc, victoire inquiétante, je ne sais pas, mais bon, voilà, victoire importante. Après, je suis allé voir de l'autre côté un petit peu parce que nous, on est très contents de marquer à la 91e. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être le coup d'aller voir côté Rémois. Ils sont tous très, très déçus. Ils trouvent ça très, très cruel, cette défaite à la 91e. Donc voilà, tant mieux pour nous.
Mais je pense qu'ils ont fait une bonne prestation, alors jusqu'à leur but en fait, hein. Après, alors je vais être un petit peu plus gentil, on n'a pas joué qu'une mi-temps, mais un peu plus, on a joué une bonne heure de jeu, parce qu'après leur but, ça a été un petit peu plus compliqué. Et c'est dommage parce que l'année dernière, ils avaient un gardien qui faisait la différence, et cette année, c'est un peu plus compliqué avec Rajkovic, là, qui coûte le match à son équipe. C'est un petit peu dommage, mais bon, tant mieux pour nous. Si je peux me permettre, il a fait aussi la différence, mais pas forcément dans le bon sens Voilà. pour Reims. C'est ça, c'est tout à fait ça, ouais. Patrice, ça t'inquiète, c'est cette reprise finalement de championnat depuis début janvier où on sent un LOSC beaucoup moins flamboyant qu'il n'était au mois de décembre? Pas du tout. Ça m'inquiète pas du tout parce que déjà, quand on regarde toutes les autres équipes de haut de tableau, c'est exactement le même cas pour tout le monde. Moi, j'ai vraiment la sensation quand je vois le LOSC et quand je vois Paris, quand je vois, à part Monaco qui sont en pleine bourre, Lyon, etc. On voit que les gars travaillent sur le foncier parce qu'ils préparent les échéances dans pas longtemps où il y aura à nouveau pour nous des matchs tous les 3 jours. Moi, je le sens comme ça. Donc, nous, on est une équipe avec nos transitions rapides et notre façon de percuter. On a besoin nos joueurs ont besoin d'être au top physiquement pour faire la différence. Et là, en ce moment, tu sens que c'est pas le cas. Je voudrais quand même, mine de rien, tirer. Moi, j'ai eu l'impression de voir un petit match d'échecs. Et j'ai trouvé que le Stade Rennais avait quand même tactiquement, vachement bien joué le coup. Et il faut pas non plus oublier l'adversaire. Quand on joue contre des équipes, faut pas oublier l'adversaire. Ils avaient un plan de jeu, ils s'y sont tenus. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient des défenseurs qui étaient vraiment présents sur tous les ballons, qui étaient là tout le temps. Et c'est pas évident de jouer contre des équipes comme ça. Maintenant, sur le reste, je suis d'accord avec ce que tout le monde a dit. C'est-à-dire que voilà, on n'écarte pas à droite. Sur le côté droit de l'attaque, on n'écarte pas, mais en même temps, est-ce qu'on peut en vouloir? On n'a pas de latéral capable de monter réellement à droite. Diallo, et j'adore, hein, je le critique pas une seconde, mais il n'est pas en capacité d'apporter quelque chose devant. D'ailleurs, on l'a vu quand Araujo est rentré, ça a écarté beaucoup plus. Et d'un seul coup, ça allait un peu mieux, mais en même temps, il était frais. C'est-à-dire que s'il avait commencé le match, ça aurait été compliqué pour lui aussi, à mon avis. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, il connaît toujours buter, brouillonner, venir essayer en 1 contre 1 de passer là où il peut pas passer. Et tout ça, c'est vrai que c'est agaçant, mais en même temps, ça doit pas être du tout évident pour eux. Tout à l'heure, Baptiste avait sorti dans les stats les interceptions. Une chose aussi que je voudrais noter, c'est que moi j'ai la sensation que on a, voilà, moi quand je sais pas, je serais avec Galtier quand je fais ma feuille de match, je mets Maignan en premier parce que bah voilà, et puis en 2, moi je mettrais André. J'adore ce joueur, pour moi c'est un joueur indispensable au LOSC et ça fait déjà plusieurs matchs que je le sens mais complètement fatigué. Il est à bout. Alors il fait son job, mais il est à bout, ça se voit, il est au bout du truc. Il y a des moments même, j'ai l'impression qu'il va sur certaines phases de jeu, j'ai peur qu'il se blesse, tellement je sens qu'il va au bout, mais physiquement, il en peut plus. Et ça aussi, c'est pas pour rien. Si on loupe des interceptions, si on est moins présent à ce niveau-là, et puis voilà, il y a des choses à régler devant, également sur le premier rideau défensif, où là où on était bon. Et puis bon, voilà, il y a toujours ces buts qu'on se prend. Je sais plus qui le disait tout à l'heure. Bon, voilà, les buts qu'on se prend dès qu'on est en défense arrêtée, c'est fini, on se prend un but. Ça, il y a certainement des choses quand même à travailler. Mais je suis quand même pas inquiet parce que je trouve que toutes ces choses-là, ça va revenir avec le physique. Et je pense. Et c'est dans ces moments-là vraiment où il faut gagner les matchs. Ces matchs-là, il faut les gagner. Et si Fernando est encore là, je tiens à le saluer parce que j'ai suivi l'émission la semaine dernière qui était fabuleuse. Et donc, je lui fais un petit coucou. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas lâché, quoi. Nos dogs, ils n'ont pas lâché, ils ont pas lâché jusqu'à la dernière minute. Et je suis pas sûr qu'on l'aurait gagné ce match il y a quelque temps avec comment dire cette forme actuelle. Donc bravo. Et en tout cas, nos clubs concurrents, à part Paris, n'ont pas réussi à les gagner non plus leur match. Et ça, c'est bien. Arnaud, tu as quelque chose à rajouter? Ben, sur le match de Reims, c'est vrai que c'est un peu la copie conforme de Angers, à part qu'on l'a gagné. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète, c'est l'arrière, enfin la défense et Maignan. J'ai jamais vu la défense aussi fébrile que sur les 2 matchs de Angers et de Reims.
Et pourtant, on a une bonne défense, ça n'a pas changé, à part Zelic qui manque sur le côté, mais on a quand même Botman, Fonté au milieu, et Maignan dans les buts. Et je trouve qu'elle est très fébrile dès qu'on se fait un peu bouger. Donc c'est ça qui m'inquiète le plus. Après, c'est vrai qu'il y a la fatigue. Après, c'est vrai qu'on ne joue pas tout le temps. C'est vrai contre Angers, on n'a pas joué pendant une demi-heure. Contre Reims, on n'a pas joué pendant 10-20 minutes. C'est un peu inquiétant parce que il y a quand même des échéances qui arrivent et le match de l'Ajax arrive à grands pas. Si on veut faire quelque chose en Europa League, ce serait peut-être le moment de rétablir la situation avec cette défense. Alors, on fera juste après un nouveau tour de table pour voir quels sont vos tops et vos flops dans l'équipe de Lille et aussi quels sont les joueurs que vous avez retenus dans l'équipe de Reims. Mais avant, je voulais rebondir sur ton commentaire parce que si la défense peut paraître moins sereine, c'est peut-être aussi parce que dans l'équipe, justement, l'impact au milieu de terrain était moins intensif qu'avant, qu'au mois de décembre ou qu'au mois de novembre. Et de ce fait, la défense se trouve naturellement plus exposée finalement aux attaques adverses. C'est peut-être les deux choses sont peut-être liées. Oui, peut-être aussi. Avec un troisième facteur conjugé, on parlait de Maignan, c'est vrai qu'actuellement, hors de sa ligne, enfin là par exemple, de Reims c'est assez emblématique, je pense que contre Angers il y en a aussi. En première partie de saison, Maignan justement est très fort sur les sorties aériennes hors de sa ligne. Et là, ça fait un moment quand même qui ne soulage plus sa défense. Je vous assure, avoir un gardien de but qui monte au créneau justement, qui va sur les interceptions, sur les centres, ça aide. Donc là, il y a aussi, comme tu dis, au niveau du milieu, un moins. Et peut-être que c'est sur cette partie-là qu'actuellement, Maignan, ça colle pas, quoi. Arnaud, est-ce qu'il y a des commentaires sur le chat de Twitch et sur les commentaires Facebook? Oui, alors sur Facebook, d'abord, il y a Maurice qui dit que le problème du LOSC de jouer qu'une mi-temps est bien antérieur à 2021. C'est vrai qu'on l'a déjà eu quelques matchs aussi, où on a joué qu'un quart d'heure, 20 minutes. Après, la fin de l'année était poussive. Et après, c'est depuis l'absence de Sanchez. Alors, quid de Sanchez, on verra ça plus tard, mais bon, on sait jamais. Et c'est vrai que contre l'Ajax, il faudra pas se satisfaire de ces petites prestations parce que l'Ajax c'est vraiment autre chose que Angers et Reims, on va dire. Sur Twitch, Schizophile qui dit c'est notre mauvaise passe du moment. Et contrairement à d'habitude, on arrive quand même à gagner. Et ça, c'est vrai que avant, les mauvaises passes, on les perdait. C'est sûr. C'est le seul avantage, c'est qu'on a pris 3 points. Mais c'est vrai que le jeu n'était pas là-dedans. Donc, mais c'est un gros avantage quand même. Oui, c'est prendre 3 points, c'est vrai que le 0, c'est quand même quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, c'est ça. Voilà c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines, c'est qu'avec en jouant finalement aussi mal, être deuxième ex-aequo du championnat et garder le contact finalement avec le Paris Saint-Germain, c'est quand même une performance. Qu'est-ce que ça va être quand on va reprendre tous nos esprits et quand on tournera à plein régime? Ça permet finalement de positiver les choses. On est quand même premier ex-aequo, hein, pas deuxième. J'ai dit deuxième ex-aequo. Oui. On est deuxième, alors enfin deuxième ex-aequo avec le premier si tu préfères. Voilà. Ne jouons pas sur les mots, soyons modestes. N'oublions pas quand même que Lyon a perdu contre une toute petite équipe, entre guillemets, que Marseille a perdu contre, entre guillemets, une toute petite équipe. Moi, je me souviens que je regardais à la télévision des commentateurs qui disaient « Oh là là, Lille, ils sont vraiment très très mal, parce que s'ils n'ont gagné 15-0 contre Nîmes, c'est pas top. » Bah d'accord, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Ils ont rien dit sur Marseille. Il y a aussi les petits qui jouent pas si mal quand même, attention. Hein. Le championnat, dans le championnat de France, une petite équipe peut vraiment en battre une grosse. Il y a tactiquement, les choses sont quand même bien réglées. Et je suis pas certain qu'on joue si mal que ça. Disons qu'on n'a pas du tout. Voilà, il y a des petits réglages partout et peut-être un gros manque physique. Un gros trou physique et peut-être un peu mental, mais voilà, ça on verra la suite. Et puis on a aussi des équipes adverses qui jouent un de leurs matchs de l'année maintenant quand ils rencontrent le LOSC. Nous sommes devenus un favori du championnat et ça se voit également dans l'impact que peuvent mettre les équipes adverses. Alors je vous propose de faire un petit tour en fait des joueurs qui ont retenu votre attention. Donc peut-être que chacun puisse nous donner son top 3 pour les joueurs lillois, son flop, un ou deux joueurs, et le joueur qui a marqué son attention dans l'équipe du Stade de Reims. Qui veut commencer cet exercice? Alors, je ne les vois pas réagir, on va commencer par Baptiste.
Allez, c'est parti. On va commencer d'abord honneur aux perdants. On va commencer par Reims. Du coup, moi j'ai bien aimé. Je vais revenir sur Boulaïdia. Je pense que c'est l'attaquant en forme de Reims qui nous a posé des problèmes avec ce trio d'attaque avec Zeneli et Mboukou. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi Rajkovic qui nous donne le ballon à la fin. Donc merci à lui d'ailleurs. Et sinon, du côté lillois, mon top 3, ça restera, je pense, Soumaré qui a fait un match de dingue. Franchement, Bamba aussi, qui a été bon. Et je vais dire en dernier, Bradaric, qu'on a critiqué souvent, qui a fait un bon match, je pense. Et c'est l'une, si ce n'est la meilleure prestation qu'il a fait depuis un long moment. Et du côté des flops, je veux dire Ikoné, parce que depuis certains matchs, il m'agace un peu à vouloir tout le temps dribbler. C'est vrai qu'on le voit souvent même avec une position de buteur, alors qu'il est milieu droit. Donc c'est vrai que mon flop se dirige du côté de Jonathan Ikoné. Christophe D, toi qui es président du fan club de Bradaric, tu es d'accord avec cette analyse? Pas trop, non. Il y a témoignage, comme tout le reste de la défense. Non, moi, chez Rémois, j'ai bien aimé le buteur Kosovar, qui a donné le nom, Baptiste, je ne me rappelle plus. Zeneli. Et celui qui a raté les 2 buts, que j'aime beaucoup, mais qui est pas mal. C'est un bon joueur, il bouge beaucoup. Je suis d'accord avec Soumaré, qui fait un très, très, très gros match. Après, il faut qu'il apprenne à tirer maintenant. Quand tu t'ouvres le but, vas-y, tire. Tu à 16-18 mètres, tire, Soumaré. N'hésite plus, arrête. Maintenant, tu peux tirer. Dans les tops, je mettrai aussi Bamba, bien sûr, parce qu'il fait une saison extraordinaire. Et je mettrai un top à David, parce qu'il a un problème d'incompréhension avec le reste des joueurs. J'insiste là-dessus, c'est que première mi-temps, on a peut-être très bon, mais quand il fait des appels en profondeur, il faut lui mettre. Il va faire la différence, il va creuser les trous. Et les joueurs, il faut arrêter de faire des crochets et de dire non, je ne fais pas la passe, quoi. À un moment donné, il faut jouer dans ses qualités. Et il a ces qualités-là, il faut jouer avec ces qualités-là. Il ne joue pas en pivot, il joue moins en pivot que Yilmaz. Et ben c'est tout, il joue avec ses qualités et il faut jouer avec. Ça, c'est important. Et dans les flops, je mettrais Fonte, qui m'a paru vraiment, vraiment fébrile, et notamment lorsqu'il fait sa passe au Rémois en début de deuxième mi-temps, qui a failli donner but. C'est étonnant, mais bon, après, avec son mental, il s'en reprend toujours, mais c'est un match moins. Et Maignan, pour moi, qui fait 2-3 matchs pas terribles, quoi. Il n'est pas encore revenu. Il faut qu'il revienne, il faut qu'il s'impose, qu'il parle, et qu'il n'y ait pas l'impression qu'il soit un peu hébété sur les buts. Là. Ça m'énerve beaucoup, ça. Et à Reims, tu as repéré quelqu'un? Reims, je disais, le Kosovar. Ok. Alors, Baptiste, tu peux répéter? C'était pour voir si tu avais retenu son nom, c'est pour ça. Toujours pas. Aime beaucoup. Zeneli. Zanelli, très bien. Aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup. Non, c'est l'autre côté. Georges, est-ce que tu veux nous faire part de ton top et flop lillois et de ta révélation rémoise? Alors Reims, il y a beaucoup. Sur les deux gardiens de but aussi, je voulais revenir parce qu'ils ont été remis. C'est vrai que le gardien rémois fait une boulette en fin de match, mais il a un arrêt réflexe en fin de première mi-temps sur une tête d'André où clairement il leur permet de pas rentrer au vestiaire. Il leur permet de rentrer au vestiaire avec un but d'avance. Donc moi, c'est côté rémois, c'était plus beaucoup éventuellement que j'ai trouvé assez compliqué à gérer, je trouve, dans ces raids. Et côté lillois, Soumaré, je pense que vraiment, et même sur la première mi-temps où l'équipe n'y était pas trop, je l'ai trouvé justement un peu surnageant dans l'équipe. Et après, il a donné tout son volume. Donc pour moi, l'homme du match clairement à Lille, c'est Soumaré. Bamba, ce qui est plutôt rassurant parce que j'ai trouvé sur ses dernières prestations qu'il était aussi un petit peu émoussé et je trouve que sur ce match-là il redonne un plein potentiel. On retrouve vraiment une animation offensive comme je l'avais pas vu sur quelques matchs assez récents. J'ai vraiment l'impression qu'il était usé. Et le troisième, j'ai beaucoup hésité parce que c'est vrai que la défense a un peu joué au yo-yo. Fonte fait un bon match, mais fait aussi
une passe, notamment un ballon intercepté qui a failli coûter cher. Donc j'ai quand même envie de mettre, même s'il est moussé, même si son match n'a pas été le meilleur de la saison, mais pareil, à l'instar de Bamba, je le trouvais pas bien, et là j'ai trouvé un petit peu mieux, c'est André, mais par défaut. Et pour le flop, il connaît, c'est compliqué en ce moment, quoi. J'ai l'impression que dès qu'il a le ballon, il est perdu derrière, quoi. Ça se cherche, ça tombe pas terrible, quoi, pour Iconé. Alors, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Iconé, on l'a su après, lors de la conférence de presse, avait souffert d'une gastro, ce qui explique peut-être effectivement sa prestation de ce week-end. Christophe C, est-ce que tu veux nous faire part de ton top flop et révélation rémoise? Allons-y. Alors, pour le LOSC, je vais mettre en avant surtout David qui met le but de la 91e minute, qui est très 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 important. Je pense que ça va lui faire du bien, ça nous a fait beaucoup de bien en tout cas, et j'espère que ça va enchaîner avec lui. Je suis quand même président officieux de son fan club, donc je tenais à vous l'annoncer. Merci Jonathan. Dans les flops, moi je mettrais une bonne partie de la défense parce qu'on peut pas s'en sortir facilement sur des matchs en perdant autant de duels. Diallo, Brada sont les deux joueurs de Lille qui ont perdu le plus de duels. On ne peut pas s'en sortir. Alors Bradaric, c'est le top, lui, alors il perd tout. Donc que ce soit balle au pied ou de la tête, c'est le joueur de Lille qui a perdu le plus de ballons. On ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible. Alors Diallo joue pas à son poste, je le comprends. Mais il est de mieux en mieux sur ce poste de latéral qu'il maîtrise pas encore. Mais on ne peut pas perdre autant de duels. Alors après la défense centrale, alors pas vraiment un flop, mais je pense qu'elle n'a pas aidé non plus avec nos deux latéraux. Et puis alors sortir un petit point positif quand même, oui, forcément, Soumaré qui a fait un gros match, c'est le joueur Lillois qui a touché le plus de ballons. Alors peut-être qu'il s'est un petit peu perdu entre son rôle de milieu de terrain défensif, apport offensif, ça a peut-être été un petit peu beaucoup pour lui sur ce match, avec André qui est un petit peu fatigué. Donc voilà. Après pour Reims, comme tout le monde, Zeneli qui a fait quand même une belle prestation. Voilà. Après le pauvre gardien qui peut rien sur ce match, il fait 2 erreurs qui coûtent la victoire, donc forcément dans les flops, on ne peut que le citer. Patrice, ton analyse? Alors moi, mon analyse, déjà au niveau des Rémois, j'ai bien aimé beaucoup. J'aime beaucoup, moi, personnellement. et puis le David Luiz, j'ai bien aimé la charrière centrale rémoise qui a été là, mais tout le match, et qui a justement empêché tous ces ballons éventuellement donnables en profondeur à David, ce que tu disais tout à l'heure. Il faut lui donner en profondeur, mais c'est pas évident quand il y a absolument pas d'espace et quand c'est très très compliqué, ou alors faut passer par les côtés, mais on peut pas passer par les côtés à droite. Déjà c'est pas possible, et donc c'est fait déborder, donc c'est pas possible. Il faut des gens qui aillent vite, donc on peut pas faire ça en ce moment. On n'est pas sur toute la largeur du terrain, et donc moi je les ai trouvés très bons, et surtout le David Luiz là, je sais plus son nom, le David Luiz qui était il était Woodface, ça s'appelle Woodface. Je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, c'est Woodface ou... Ouais, moi lui j'aime bien, et il a une niaque, il a un truc, il est partout, il est toujours bien placé, j'ai bien aimé, enfin en tout cas sur ce match, parce que je dois avouer que je regarde pas tous les matchs de Reims, donc surtout en ce moment, donc voilà. Au niveau du LOSC, et un peu comme Christophe, je voudrais vraiment quand même mettre un petit award à David, parce que effectivement il en a besoin. Il a besoin de buts comme ça, parce que franchement, un but comme ça à la dernière minute, là où tu sens qu'il y a plus grand monde qui en a déjà dans les chaussettes, quand tu es un neuf et que tu as fait tout le match et que tu as essayé d'user les gens et que tu es très fatigué, mettre un but comme ça, c'est quand même extrêmement bien. Donc vraiment bravo. Puis en plus, il coûte très très cher. Celui-là, il nous rapporte de gros. Et bien entendu Bamba, parce que très très fort en ce moment. Bien entendu aussi, Soum a fait un très beau match. Par contre, j'ai pas la même analyse sur Brada. Justement, Bamba existe
existe quand Bradaric est là. Il existe vraiment et il a énormément d'espace devant. Et bien entendu, son jeu à Brada, il est hyper offensif, donc il est très, 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 très risqué. Mais il apporte aussi énormément offensivement et donc fatalement, il perd des ballons. Parce que quand tu risques, tu perds. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est surtout pas les perdre derrière. C'est le jeu moderne. Après, chacun sa façon d'analyser les matchs. On n'est pas toujours obligé de voir les choses de la même façon. Mais moi, je le vois comme ça. Et moi, j'ai bien aimé le petit Brada, justement. J'ai trouvé qu'il y avait du mieux, en tout cas. Sur son équilibre, parce qu'il a pris énormément de risques, effectivement, et il a déstabilisé la défense. Et si on avait la même chose de l'autre côté, ce que Celik est tout à fait capable de faire, quand on aura à nouveau la même chose de l'autre côté, d'un seul coup, à mon avis, ça va changer beaucoup de choses. Arnaud, est-ce que tu peux nous faire part de ta sélection et puis également peut-être de celle des internautes? Ouais, alors pour moi, aime beaucoup. Du côté de Reims aussi. Excellent joueur. C'est vrai que franchement, j'ai bien aimé son jeu. Et c'est vrai qu'il a. Est-ce que c'est le fait d'être dans le couloir de Bradaric aussi qui a fait que il a été bon? Ça peut être ça aussi. Mais bon, du côté de Reims, il était très bon pour moi. Au niveau des Lillois, les tops et les flops. Alors le top pour moi, c'est Soumaré, vraiment qui revient. J'ai bien aimé Soumaré. Vraiment, il revient à sa forme d'antan. Et tant mieux pour nous. Ensuite Bamba, parce que lui il va tout le temps et pour l'instant il n'y a pas de je touche du bois, pour l'instant ça va, il tient bien la route. Et David pour son but, franchement il le mérite parce que on a beau le critiquer on va dire assez souvent parce qu'il ne marque pas, mais il pèse beaucoup sur la défense et là il a été vraiment le renard des surfaces comme on dit à la dernière minute. Et là il a vite marqué son but derrière. Après on nous dit sur Twitch Lost Boy qui dit aussi, est-ce qu'on peut faire aussi le top des entrants? Et c'est vrai qu'on a pensé aux titulaires, mais les entrants ont été très bons. Xeka, Arroyo, ils ont fait leur boulot. Oui, aussi derrière. Donc en fin de compte, on peut mettre aussi ces trois remplaçants et ça prouve qu'on a quand même un banc derrière aussi. Et au niveau des flops, la défense et là, moi je dis bien toute la défense. Et Maignan aussi, même si il a fait un bel arrêt aussi à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que c'est peut-être juste une histoire du milieu ou pas? Mais il y a quelque chose qui va pas dans la défense. Et je voudrais bien que ça se rétablisse assez rapidement. Ensuite, oui, alors il y a Jim Rissell qui dit aussi, question, sans son but, comment qualifieriez-vous la prestation de David? C'est vrai que s'il n'avait pas marqué le but, est-ce qu'on l'aurait mis en top ou pas? Moi, personnellement, je le mettrais peut-être pas en top, mais je l'aurais mis pas en flop non plus, parce qu'il pèse beaucoup sur la défense. Moi, j'ai beau dire toutes les semaines, mais il pèse énormément. Je suis d'accord. Ensuite, après, c'est vrai qu'on nous dit aussi que l'absence de Renato Sanchez au milieu de terrain, ça manque beaucoup derrière. Donc, on verra bien. Après, il y a aussi Boris qui dit aussi que Maignan fait un super arrêt sur sa ligne. C'est vrai qu'à un moment donné, sur le tir de 18 mètres, il l'arrête aussi. Et qu'il dit aussi que beaucoup d'équipes aimeraient avoir un Maignan même en méforme. C'est vrai aussi. Mais quand on veut postuler à la première place ou dans les top 3, il faut être au top justement à tous les matchs. Ouais. Enfin, le but qu'il se prend quand même, il est pris à contre-pied. Il s'attend pas du tout que le ballon aille là. Hein. C'est pas évident hein, quand même. Hein. Non, mais c'est à peu près le même but que contre Angers. Ouais, mais c'est l'attitude qui est pas bonne. Pour moi, c'est l'attitude qui est pas bonne. Pour moi, le gardien, il doit prendre une solution. Il doit prendre une décision et y aller. Il doit pas rester sur sa ligne, un peu comme contre Angers, et lever une main, les deux pieds qui touchent au sol, ou un pied à genoux par terre, en attendant de passer. J'aime pas ça. Ça, c'est pas bon. C'est l'attitude d'un gardien qui est pris à contre-pied pour moi, mais bon. Non, justement. Il n'y a pas prévu avant que la balle pourrait aller autre part. Quoi. Ah bah non, il a pas. Je me mets pas sur la trajectoire, mais avec un peu de chance, ça va revenir sur moi. C'est ça qui va pas, quoi. Ah, il pensait qu'elle allait. Sur la trajectoire du ballon. Ouais, je sais, mais bon, enfin voilà. Pas simple. Pour moi, c'est juste dans la tête, et je pense que c'est dans sa tête. Il est pas actuellement, il est un peu fébrile, mais ça va revenir. Mais
Ouais, pour faire le lien avec ça, c'est vrai qu'on l'évoquait, la défense va un petit peu moins parce que le milieu fonctionne moins, et peut-être aussi, lui, c'est pas, enfin, on est dans une période où de toute façon, il y a un doute sur ces 3 matchs qui s'est installé, je dirais, entre le gardien de but, les centraux et puis le milieu de terrain qui est beaucoup moins impérial. Donc, il y a un effet conjugué, je pense peut-être que le problème, d'ailleurs la deuxième mi-temps de Maignan, je la trouve très bonne, mais c'est vrai que ça fait un moment sur quelques matchs, au niveau des sorties aériennes, je trouve qu'il soulageait moins, alors qu'habituellement il est omniprésent. C'est même par-delà ses arrêts, sa présence des fois à 20 mètres. Enfin, je veux dire, il fait partie de ces gardiens de but qui sont très efficaces, pas seulement parce qu'ils ont des arrêts, mais parce qu'ils ont une présence, des fois même très souvent, au-delà de leur surface de réparation. Et je voulais juste faire un petit rebond à propos de la question comment on aurait noté David s'il n'y avait pas eu le but. Ben justement, dans un match comme ça, la question n'a pas à se poser parce que dans un match comme ça, on sait que les attaquants sont extrêmement effacés, que c'est justement sur les rares opportunités qu'il faut pouvoir répondre présent. Et là-dessus, il a marqué. Donc forcément, oui, évidemment, c'est le but qui donne toute sa saveur, enfin, qui justifie son titre, mais c'est totalement justifié de par le contexte. D'ailleurs, il y a un joueur dont on n'a pas parlé du tout et pour le coup, qui a été tout aussi invisible, c'est Yacidje, quoi, qui... Oui. Ouais, c'était mon flop aussi, mais je l'ai oublié. Ouais, mais je trouve qu'il a été invisible. C'est ça, j'ai tellement oublié. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. En fait, je crois, non, mais vraiment, ouais. C'était mon jet dur. Hein. En fin de première, en début de deuxième, il a quand même 2 actions pas mal où il est dans l'action. Hein, où il est, c'est pas loin du but. Ouais, enfin bon. Le fameux arrêt de Radjikic, c'est un tir de Yacidje. On sait qu'il a cette qualité, mais par contre, il n'a pas apporté ce qu'il est capable d'apporter durant ce match. Ouais, 2 remarques pour conclure cette partie sur Reims et passer ensuite à la deuxième partie de l'émission. Concernant David, je voulais juste faire remarquer que ça fait plusieurs semaines qu'on se plaint qu'il n'a pas le vrai profil d'avant-centre, que certes il pèse sur la défense, et là il nous met un vrai but d'avant-centre, en fait, qu'il va chercher avec un but à la Dagui Bakary presque. Donc c'est vraiment en tout cas remarquable pour ce soir-là. Et comme top finalement de ce match, alors on a cité Xheka, les rentrées de Xheka, les rentrées d'Arroyo, et finalement est-ce que le top de ce match ne serait pas Christophe Galtier et son coaching? Donc je crois que c'est aussi un coup de chapeau, un nouveau coup de chapeau à lui rendre. C'est peut-être aussi un peu sa victoire, cette rencontre contre Reims. Moi, j'aurais aimé qu'il le fasse plus tôt. Alors, bien sûr, il a raison parce qu'on a gagné, mais moi, j'aurais aimé qu'il les fasse plus tôt, les changements. On sentait qu'il y avait un problème depuis déjà un petit bout de temps et je crois qu'il aurait pu les mettre. Il les rentre à la 80e quasiment à chaque fois. C'est compliqué, quoi. Mais bon. Voilà, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Donc, on va faire un petit point magazine sur la nouvelle direction. On voit arriver des nouveaux cadres dans la gouvernance du LOSC. Le LOSC est-il en train de se stade-de-réniser, c'est-à-dire que le président Letang fait venir ses équipes, des hommes qu'il connaît? Quels sont les résultats qu'il a eus à Rennes? Est-ce que ce modèle est-il exportable à Lille? C'est la question du jour. Alors, qui souhaite commencer sur cette partie? Je vais encore prendre parmi les invisibles. Hein. Allez, je vais commencer par Christophe D cette fois-ci. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée des Rennais en masse? Déjà, vu la dépassé avec Lopez et la fin de Lopez, on a quand même tout pété avant, quoi. Donc qu'on retrouve une ossature, des gens qui se connaissent et qui puissent avancer ensemble, je comprends que l'étang il aille chercher tout près vers les gens qui connaissent parce que l'ossature du club elle a été quand même un peu explosée. Enfin, il reste quand même des gens à la formation, il reste des gens au club, tout ça. Mais au niveau des dirigeants, c'est un peu compliqué de s'appuyer sur ceux qui restent ou sur les historiques qui ont été un peu évincés, quoi. Donc je comprends l'idée de l'étang et je comprends sa stratégie. Je n'ai pas plus de crainte que ça. Je trouve que Sylvain Armand, c'était quand même le meilleur consultant de Canal+ quand il était remplaçant au PSG, hein, faut pas oublier. Donc, c'est quelqu'un qui a du bulbe, qui sait bien analyser les matchs, qui a l'air sympa en plus. S'il peut mettre de la cohésion, ça ira. Je m'inquiète un peu pour Beria, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu. C'est vrai.
Voilà, et puis donc du coup, parce que Beria, c'était pour le coup un des anciens, un qui faisait le lien avec l'ancienneté du club, quoi. C'est quand même un peu, voilà, c'est vraiment dommage. Et j'espère que, après, je ne connais pas le gars qui a passé 15 ans à Lens, Roudet. Je sais pas, je pensais que c'était un ancien joueur de foot, mais non, c'est encore un autre, donc je sais pas du tout. Donc lui. Ça n'a pas été officialisé, hein, c'est une rumeur, puis apparemment il aurait démissionné de Rennes, donc il y aurait eu un concours de circonstances sur les dates, mais en tout cas l'information n'a pas été démentie non plus. D'accord, donc moi je ne connais pas du tout, donc j'ai aucun avis. Enfin, je comprends, ce que je veux dire, c'est que je comprends l'idée de l'étang de se dire, voilà, vu que au niveau du club, ça a quand même un peu volé un éclat, c'est parti éclater façon Pulse, je vais m'appuyer sur ce que je connais pour ramener un noyau et puis m'appuyer dessus. Ça, d'un point de vue management, ça se comprend assez facilement, quoi. Après, ce que ça donnera, j'en sais rien du tout. J'attends pour voir. Christophe C, on va rester chez les Christophe. Tu as un avis? Tu as suivi un peu le parcours de Rennes ces dernières années avec les temps ou pas trop? Oui, un petit peu, parce que c'est une équipe qui est plutôt sympa à avoir joué dans l'ensemble. Avec un coach actuellement que j'aime beaucoup, Stéphane. Et c'est ça qui m'inquiète justement, c'est qu'il avait un bon coach à Rennes. Et si l'étang n'est plus à Rennes, c'est parce qu'il y a eu des gros soucis quand même entre deux. J'espère que ça ne va pas arriver à Lille. C'est ma plus grosse crainte actuellement. Voilà, donc il s'entoure de gens qu'il connaît. Armand, a priori, gère l'humain avec les joueurs de façon maître. Il s'en sort très très bien à ce niveau-là. C'est vrai qu'il a l'air plutôt d'être un bon mec, mais le relationnel étant Galtier, j'ai peur. Et j'ai peur parce que moi, je fais le lien entre Galtier et Stéphane, deux mêmes joueurs, enfin, de même esprit en tout cas de jeu. Voilà, on aime bien le foot, des caractères assez forts, et j'ai peur que Galtier et l'étang partent au clash. Voilà. Et d'ailleurs, s'il y avait un coach, alors visiblement ça se fera jamais parce que vu les relations entre les deux, s'il y avait un coach envisagé à Lille après le départ de Galtier, parce que Galtier est là depuis longtemps, et il va pas non plus rester 15 ans, je le vois pas rester 15 ans à Lille encore. S'il y en avait un à aller chercher, Stéphane m'aurait beaucoup plu, mais visiblement c'est mal barré là-dessus. Oui. Donc voilà, c'est essentiellement ma crainte. Oui, sur le plan de l'entraîneur, la stade de réalisation du LOSC aura certainement quelques limites. Hein. Voilà. Il faudra, à mon avis, attendre autre chose. Alors, est-ce que c'est pas un virage manqué? Parce qu'à un moment, on se disait, on va peut-être voir arriver des figures emblématiques lilloises dans le staff lillois. À un moment, on évoquait Van Damme pour la formation. On aurait aimé voir Fernando s'il y avait une opportunité. Le fait d'aller chercher des Rennais, de l'expérience rennaise, comment vous le vivez? Alors, Patrice, je te vois tiquer. Non, je tique pas. C'est à chaque fois on a ce fantasme, mais en même temps c'est le football d'hier. Où est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Nulle part. Et en plus, moi je comprends tout à fait que l'étang veuille mettre un mec. Hormis les qualités de Sylvain Armand, où il veut mettre des gars à lui. C'est de toute manière, c'est logique. Voilà, il n'y a personne à lui dans le staff. Il veut déjà mettre un gars à lui qui centralise. C'est la base. Et il ne va pas prendre un gars à lui dans les historiques lillois. Il met juste un gars à lui. C'est juste la base du management et c'est logique qu'il fasse comme ça. Il n'y a pas, à mon avis, ni à s'en inquiéter, ni à trouver ça regrettable, ou quoi que ce soit. C'est, je pense, logique. Maintenant, effectivement, ce serait vraiment génial si, voilà, on reste romantique quelque part. Il y a des gars à importer, il y a des gars à importer, des ex-lillois à importer. C'est vrai que moi aussi, je me pose des questions sur Franck Beria que j'adore et voilà, on ne sait pas ce qui va devenir. Tout le monde se pose la question. C'est un petit peu dommage, mais je pense que c'est un petit peu, voilà, c'est le foot moderne. Tu posais la question de savoir si le système rennais en fait importé à Lille pouvait fonctionner. C'est compliqué, on peut pas vraiment le dire encore. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je préfère qu'on importe ce système dans l'état actuel des choses plutôt que le système nantais ou des choses comme ça. Enfin, c'est personnel. Je préfère encore que ce soit celui-là parce que, comme disait Christophe tout à l'heure, il y a quand même du boulot qui a été fait à Rennes. Il y a des choses qui étaient bien faites et avec aussi un bon coach à Rennes. Et moi, ce que j'espère, parce que là où Christophe disait qu'il était inquiet par rapport à éventuellement les clashs et les choses qui pourraient subvenir avec Galtier, j'espère que justement que Monsieur Létang aura appris de ça
Voilà, c'est tout ce qu'on a à espérer et croiser les doigts. Baptiste, tu as suivi l'expérience rennaise. Alors, parce que si on fait le point au niveau des chiffres, on a l'Étang qui est arrivé à Rennes en 2017 avec un club qui était classé à la 14e place du championnat. Il s'est qualifié plusieurs fois pour l'Europa League en gagnant une coupe de France, ce qui n'était jamais arrivé au stade rennais. Et il termine, même s'il n'était plus là à ce moment-là, mais il termine donc 3e à nous chipper la place en Champions League donc cette année. Comment tu vois, toi, cette arrivée massive du staff rennais au LOSC? Ben moi, je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Après, faut pas non plus trop s'entourer de gens qu'on connaît. C'est vrai que bon, il a déjà recruté Sylvain Armand donc au poste de coordinateur sportif, et il souhaite aussi accueillir son ancien bras droit au Stade Rennais, Didier Roudet. Rappelons donc 15 ans quand même, bras droit de Gervais Martel. Je sais pas. Moi, je ne serais même pas surpris d'une arrivée d'un nouveau membre du staff qui a travaillé avec l'État encore à Rennes. Après, c'est ce que je dis, maintenant, il ne faut pas que ça devienne trop important, en 2-3 hommes à la limite, mais après, stop. Donc, s'ils pouvaient nous ramener Kamavinga, et après, on arrête, c'est fini, après, on arrête les conneries. Mais franchement, non, mais je sais pas vraiment, parce que je ne connais pas les hommes. Sylvain Armand, j'ai pas connu ce qu'il a fait à Rennes, Didier Roudet non plus. Donc après, bien sûr, Lille, il faut restructurer entre guillemets le système, puisque le système qu'on avait avant, c'était un système de dingue avec des gens qui occupaient les postes de ceci, de cela. Donc, faut restructurer. Après, faut pas non plus prendre que des gens qu'il connaît, et prendre aussi des gens un peu plus compétents que des gens qu'il connaît. Bon, enfin, à mon avis, je pense qu'il est juste compétent, justement. Mais je voulais juste dire que Roudet, quand même s'il n'est pas encore arrivé, tu avais raison tout à l'heure, François, il n'y a rien du tout d'officiel. En tout cas, il a déjà eu sa petite banderole. Voilà. Oui, d'ailleurs, je crois que les réseaux sociaux ce soir, sur le chat de Twitch, apparemment, lui souhaitent une bienvenue, si je sais bien lire. Mais Arnaud nous confirmera dans quelques minutes. Georges, tu en penses quoi, toi? Donc on voit. Est-ce que c'est une opportunité? Alors, j'ouvre un peu la question. Sur les dernières saisons, finalement, Rennes a fait des mercatos plutôt intelligents, avec l'arrivée des joueurs comme Terrier qui sont plutôt intéressants. Rennes s'est appuyé sur son centre de formation. Est-ce que c'est pas justement quelque chose qu'on avait un peu oublié à Lille? C'est vrai que ça a été un peu l'enfant pauvre de l'ère Lopez, puisque même là, on avait un petit peu... Mais d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que moi, vu le contexte et les éléments dramatiques d'avant-saison, on parlait du club éparpillé façon Pulse par Gérard Wolfoni. Aujourd'hui, le fait de voir arriver un staff technique, donc des gens qui pensent plutôt football. À un moment, on me dit on aurait pu voir arriver des liquidateurs et des huissiers. Je pense que ça, déjà, ça rassure. Après, sur l'aspect identitaire, je pense que le système des réseaux, ça date pas d'hier, même quand on dit le football d'avant. Moi, je me souviens, Vaïd est arrivé, il était avec Baron Kelly, il était avec des gens de l'école nantaise, justement. C'était pas la même époque nantaise, mais il y avait donc déjà un fonctionnement de réseau. Et après, il y a une méthode. En effet, Rennes, ça a été la formation. Je ne sais pas si c'était pendant l'ère Létang, mais en tout cas, ils en ont largement profité et particulièrement bien géré ce truc. Donc, moi, peu importe les hommes, je pense que l'identité, elle se fait au présent. Je pense que avoir une nostalgie permanente, c'est sympa, évidemment qu'on a tous envie de revoir les anciens, mais je pense qu'il faut construire un projet. Quoi de plus logique? Le mec arrive, je crois qu'il s'entoure de gens qu'il connaît, il travaille avec ça, et puis je voulais juste dire en aparté à Baptiste que Roudet, s'il avait été bras droit de Martel, ça doit être un mec qui doit sacrément savoir plier le coude. C'est un argument. Ouais. Non, mais c'est vrai que quelque part, quand tu arrives dans un club, si tu connais personne, il faut que tu apprennes à travailler avec tout le monde. Bonjour Christophe. Je vois la caméra de Christophe
qui marche. Magnifique. Donc, et donc, en fait, c'est vrai que tu gagnes du temps en faisant venir des gens que tu connais et avec lesquels tu as l'habitude de travailler, tu as tes automatismes. Parce que gérer un club, nous, vu de là où on est, ça paraît simple, mais c'est tout sauf facile. Hein. Ah, bien sûr. Arnaud, tu veux ajouter quelque chose sur cette stade de réalisation du LOSC? Voilà, mais il y a beaucoup de choses. Hein. Enfin, j'ai des beaux petits messages sur les différents réseaux sociaux, mais c'est vrai que je remarque, enfin, je vais dire une chose, c'est une petite citation de Gaël Laurent. Suite à la nomination de Sylvain Armand, elle marque en dessous: ah oui, en fait, l'identité lilloise est un concept définitivement abandonné. Et c'est vrai que ça m'attriste aussi, ça. On avait quand même Beria qui était là. Il faisait du beau boulot. Je trouve. Et après, il met Sylvain Herman. Après, on verra bien ce que ça va donner, mais on n'a plus aucun Lillois. Enfin, peut-être dans les formations, peut-être encore, qui se trouve encore là. Mais dans l'équipe 1, on n'a plus de Lillois à ce niveau-là. Et ça, c'est bien dommage. Après, c'est vrai que on voit un peu sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook et sur Twitch, enfin surtout sur Twitch, on a Cash qui dit que le bras droit de Martel, en parlant de Roudet, eh ben c'est par rapport à Georges, hein, il doit être vraiment usé vu le nombre de fois que j'avais Martel à lever le coude. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, je confirme. C'est pas faux, c'est pas faux. Peut-être gaucher, Martel, on sait pas. Hein. Ah, c'est peut-être pour autre chose aussi, alors on sait pas, mais bon. Mais c'est vrai qu'on revient là-dessus, c'est vrai que c'est pas, enfin, je sais pas si ça a peut-être été un test. Pour l'instant, Arnaud, à ce que je sache, Franck Beria n'est pas parti. Donc non. Peut-être, voilà, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il y a moyen de travailler ensemble, je ne sais pas. Ou alors peut-être que Franck Beria avait aussi envie d'ailleurs, on ne sait pas. Ouais, peut-être. Ben, c'est vrai que, sur le match de Reims, on n'a pas vu Beria dans les tribunes. Ouais. C'est ça, on a vu plusieurs fois les tribunes et on n'a pas vu Beria. Tu as raison. Donc, il doit y avoir quelque chose qui doit se passer. Après, c'est une histoire de Roudet. Je pense que est-ce qu'il a peut-être testé en annonçant, faisant fuiter le nom de Roudet pour voir un peu la réaction des supporters, parce que 15 ans en Lens, ça marque. Surtout pour les supporters lillois. Non, mais je crois que c'est parce qu'il a posé sa démission à Rennes, c'est pour ça. Démissionné à Rennes, c'est ça. Ouais, voilà. Mais après, il faut voir. Est-ce que ce sera vraiment, il va peut-être venir à Lille ou pas? On sait pas. Moi, je suis pas trop pour. On verra bien, hein, s'il fait du bon boulot derrière. Hein. Mais bon, on verra bien là-dessus. Et en plus, j'ai pas trop compris. Enfin, je pense pas que Armand vienne sur la place qui était tenue par Beria, en fait. Enfin, je pense pas que ce soit. Il a un rôle plus large. Un rôle plus large. C'est ce que je pensais aussi. Ça se ressemble un peu quand même. Hein. Je sais pas. Oui, c'est un peu connexe quand même. Ouais, on est d'accord, mais. Ouais, c'est un peu le liant entre les joueurs. Je pose la question. Ouais. Oui, c'est la direction des joueurs. Mais c'est pas tout à fait pareil quand même. C'est un peu plus sur le terrain et en synergie justement des différents staffs, quoi. Et ouais, on verra. Hein. C'est vrai que c'est quand même si Franck part, c'est quand même c'est vrai que c'est triste pour nous. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est indéniable. Tout à fait. Et on pourra toujours pleurer, à mon avis. Ça changera pas grand-chose. Ok, on a fait le tour de ce sujet qui nous accompagnera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc on va laisser tout ce beau monde s'installer et on jugera sur les faits, donc sur les résultats et sur la coordination finalement du sportif et de l'administratif. Je vous propose de passer, de continuer avec le Stade de Rennes. Avec le Stade Rennais pour le prochain match en fait qui nous attend pour le LOSC. Donc le deuxième l'étang de Gico finalement de la semaine après un match contre Reims où l'étang avait fait ses débuts en tant que dirigeant. Donc un deuxième match d'un ancien club d'Olivier Létang, donc le Stade Rennais. Un match sous forme de sommet du championnat dans une journée de championnat qui va rencontrer plusieurs sommets. On a notamment, que je dise pas de bêtises, un PSG Montpellier qui est intéressant. Nous aurons un Monaco-Marseille,
Donc Rennes-Lille et Saint-Étienne-Lyon. Donc 4 sommets du championnat sur la même journée. C'est plus une journée de championnat, c'est une étape des Alpes du Tour de France. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce match contre Rennes ? Qu'est-ce que vous en attendez compte tenu de ce que Lille a montré ces dernières semaines et des derniers résultats de Rennes ? Qui veut commencer ? Alors, je vois, maintenant que je le vois, Christophe, il est dubitatif, donc je vais lui poser la question. Est-ce que tu crains ce match à Rennes ? Évidemment, c'est ça qu'on parle, évidemment. Non, ça va être un beau match. Je pense que vraiment, ça va être un beau match. Rennes joue très bien en ce moment et il va de l'avant. Ils ont retrouvé leur allant comme quand ils nous avaient rencontrés au match aller. Au match aller, on a eu beaucoup de mal contre eux. Hein. Surtout à l'heure de jeu, la dernière demi-heure était très compliquée. Donc, je pense que ça va être un très beau match. Je suis certain que Lille va retrouver un niveau plus élevé avec une confrontation plus élevée. Et voilà. Si je devais un pronostic, s'il y a un match nul, ça me va. Franchement, ça me va très bien. Parce que je pense que ça va être un beau match, bien disputé. Et voilà. Baptiste, est-ce que tu nous as préparé des stats pour ce match ? Bien sûr, mais déjà, pour revenir sur ce qu'on disait, déjà, c'est aussi un test. Parce que rappelons que dans moins d'un mois, on jouera contre l'Ajax. Alors certes, il y aura quand même d'autres matchs. Hein, on joue contre Dijon, Bordeaux, Nantes, Dijon et Brest. Mais le match contre Rennes, vraiment, pour moi, c'est un match de niveau Ligue des Champions, si on peut dire. Donc c'est vrai que ça va être un gros choc entre les deux équipes. Un choc quand même entre le 3e et le 4e de la Ligue 1 saison 2019-2020. Et donc, je vais revenir du coup sur Rennes. Rennes reste sur une victoire 2-1 contre Brest. Match nul 2-2 contre Lyon. Un coup de victoire quand même dans le jeu, puisque les 2 buts lyonnais arrivent à la 85e minute de jeu. Mais un match nul contre Nantes 0-0. Actuel 5e de Ligue 1. Ils sont 6e à domicile. Ils ont inscrit 14 buts et ils en ont pris 13. Lille à l'extérieur, quant à eux, sont 4e avec 15 buts mis et 8 pris. Donc meilleure défense du côté de Lille à l'extérieur. Et Rennes est invaincu lors de ses 7 matchs avec 5 victoires et 2 matchs nuls. Au niveau des absents, il y aura Benjamin Bourigeaud qui ne sera toujours pas là. Qui sera pas là pour cause de suspension. De notre côté, on devra avoir le retour de Zeki Silic normalement, pourquoi pas le retour de Renato Sanchez. Hein. On en parle chaque semaine, on verra si celui-ci revient et pourquoi pas pourrait débuter. Les 2 derniers matchs entre les deux équipes, c'est fini sur un partout. Et enfin, la dernière statistique, c'est que Galtier a affronté 21 fois le Stade Rennais et c'est un totalement neutre puisqu'il a fait 5 victoires, 5 défaites et 11 matchs nuls, donc un total totalement neutre pour Christophe Galtier. Écoutez, au bistrot à Lélos, on a des supporters et on a un prof de maths qui est Baptiste. Donc, on salue le travail. Ah, mais c'est très beau. Magnifique. Alors, qui veut rebondir sur cette série de chiffres ? Alors, Christophe C., je te vois prêt à bondir, à sortir ta calculette. Hein. Ouais, j'ai moins de chiffres, j'ai beaucoup moins de chiffres. Enfin voilà, j'ai regardé un petit peu leurs résultats depuis la fin de l'année dernière. Ils sont passés totalement au travers de leur campagne européenne. Ils ont eu un mois de novembre incroyable. Le mois de décembre n'a pas été terrible non plus, avec encore 2 défaites en Europe, pardon. Et une défaite très importante contre Lens aussi, notre ami. Voilà, ils ont quand même pris 2 buts à domicile. Et depuis depuis leur élimination, ils ont enchaîné quand même pas mal de bons matchs, de belles victoires, des matchs importants en plus. Ils ont fait 3 victoires d'affilée là, contre l'OM, Lorient et Metz. Et j'aime bien cette équipe, j'aime bien la composition d'équipe, j'aime bien leur milieu de terrain. Alors, Bourigeaud qui soit pas là, c'est très très bien. C'est clair. Mais voilà, ils ont un milieu de terrain qui est pas très très rapide, hein, mais Grenier, j'adore ce joueur. Ouais. Déjà à Lyon, incroyable, fantastique. Après, Camavinga en ce moment, c'est pas le top, mais il revient un petit peu, je trouve. Il s'est peut-être remis un petit peu la tête à l'endroit. Nzonzi, pas très rapide non plus, comme Grenier, donc c'est peut-être un milieu de terrain qui va bien coller à notre jeu. Voilà, c'est pas forcément une équipe qui presse beaucoup sur ce milieu de terrain, ce qui va nous arranger, je pense. Voilà, une belle équipe, bien composée, je trouve, qui joue un petit peu sur des qualités depuis 2-3 saisons, un jeu qui tourne bien, qui va vers l'avant, et j'aime bien ça. Je m'attends à une belle rencontre. Georges, tu t'attends aussi à une belle rencontre, hein ? Ouais. J'allais dire, avec Rennes, on n'est pas vernis parce qu'on les affronte en début de saison où ils ont démarré pied au plancher et on les retrouve maintenant
après ce qu'évoquait Christophe, leur grosse zone de turbulence. Et moi, je me souviens au match aller, c'est une équipe qui m'avait fait une énorme impression, pas une grosse, une énorme. Et je pense que la Ligue des Champions les a beaucoup flingués, enfin a tué leur automne de toute façon, parce que même octobre, je crois que c'était pas super flamboyant. Novembre, décembre, ils sont vraiment tombés très bas. Je crois qu'à un moment, ils étaient même en deuxième moitié de tableau. Et voilà, ça a été. Et là, j'ai l'impression qu'ils reviennent pas mal. Donc, clairement, c'est une équipe qui a toujours son potentiel. C'est peut-être pas aussi flamboyant, je pense, qu'en juillet, mais ça reste compliqué. Je me dis aussi que c'est justement, c'est le premier vrai test, quoi. Là, on va affronter une équipe, je dirais, on va plus affronter un Reims, un Nîmes, enfin une équipe qui veut nous rentrer, pardonnez-moi l'expression, dans la gueule, mais une équipe avec qui on va jouer d'égal à égal. Enfin là, je pense que ça va amener sans doute un autre angle et une autre perspective sur le potentiel de l'équipe. En tout cas, je pense que ça peut pas être où on va exploser, où on va faire un super truc, mais je pense que ça peut pas être le scénario similaire à ce qu'on a vécu sur les 3 derniers matchs, quoi. Alors Patrice, ce match au sommet, ce test, comme le qualifiait Georges, est-ce que c'est aussi le bon moment pour récupérer des joueurs comme Selic et peut-être Renato Sanchez, s'il se confirme qu'il pourrait jouer le match? Oui, François, déjà ce serait bien parce que Rennes, c'est une équipe qui est quand même vachement équilibrée. Ils sont vachement équilibrés, ils sont bons partout. Et ce sera un match tactique. Ce sera un match tactique. Et moi, franchement, j'ai aucune idée de qui va tirer son épingle du jeu, mais ce sera très tactique. Ils savent nous jouer. Je pense qu'ils savent nous jouer. Ils ont un excellent coach qui sait bien jouer ce genre de coup. Ils ont eu une zone de turbulence vraiment. C'est vrai qu'ils sont descendus très très bas, mais justement, ils reviennent de loin. Et moi, je me méfie toujours des équipes qui sont comme ça, en train de remonter et qui ont les crocs. On les sent avoir les crocs. Ils ont un solide milieu de terrain et justement, même s'ils sont un peu lents, justement, moi, je ne sais pas si ça va. Comme le nôtre me semble un peu émoussé, je ne suis pas certain qu'on soit 10 fois meilleur. Et c'est justement là où je trouve que le bas blesse. C'est-à-dire que notre milieu de terrain en pleine forme, je serais un petit peu plus optimiste. Et là, je dirais presque comme Christophe au début, moi, un petit match nul, je serais content en fait, quelque part. Voilà. Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu crains ce match? Est-ce que tu l'attends avec impatience? Ah oui, avec impatience, pour voir un peu si je me trompais sur les 2 derniers matchs contre Angers, contre Nîmes et enfin les 3 derniers matchs, Nîmes, Angers et Reims, où on n'a pas été, où on a été souvent absent une dizaine de minutes. C'est vrai que c'est un adversaire direct, on va dire, parce que quand même c'est Rennes, c'est pas n'importe qui derrière. Mais non, on doit quand même penser que Rennes, c'est une équipe qui va jouer toujours le haut de tableau ces dernières années. Et oui, si Renato Sanchez, s'il est pas en partance ou s'il était vraiment malade ou quoi au caisse, s'il est vraiment présent, là, on va voir ce que ça va donner avec une défense plus costaud, enfin un milieu plus costaud. Parce que c'est vrai qu'André tout seul au milieu, il tire un peu la langue. Alors André et Sanchez, ça va peut-être un peu le soulager aussi, on va dire. On verra par la suite. Et pour revenir sur une chose, c'est qu'au niveau des statistiques, je rajouterai ceux de Baptiste, que Rennes, sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et ils ont quand même perdu contre Lens, hein. Donc si on pouvait gagner là-bas, ça serait pas mal aussi. Mais je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais j'ai quand même la désagréable sensation que s'ils nous battent, ils reviennent à 3 points, non? Ouais. C'est ça, je crois. Oui, ils auraient pu ça motive pour l'équipe en face. Hein. Ils auraient même pu revenir à égalité si on n'avait pas retourné la situation contre Reims. Donc l'écart sera toujours là quoi qu'il arrive. Est-ce que sur les commentaires des internautes, est-ce qu'il y a des remarques sur ce match? Et puis après, je vous proposerai de faire ce qu'on n'a pas fait depuis quelques semaines, un petit tour de table pour les pronostics. Après, c'est vrai que tout le monde se méfie de Rennes, on va dire. Hein, donc c'est ça. Après, c'est un peu la bête noire aussi de Lille. Après, on verra par la suite. Je pense que c'est simplement ça. Dans l'ensemble, je pense que beaucoup de supporters attendent ce match-là pour voir un peu si on est vraiment costaud. Alors, maintenant qu'on a fait ce tour du prochain rendez-vous du LOSC,
je vous propose de faire un petit tour de table pour savoir quels sont vos pronostics pour ce match. Petit jeu entre nous. Christophe D. Un partout. Un partout, ça me va bien. Un partout, le buteur, celui qui veut Da Silva contre son camp, ça me va aussi. Je prends. Non, je sais pas trop, mais voilà, un partout. But d'Iconé. Ouais, but d'Iconé. Baptiste, quel est ton pronostic? C'est un match compliqué à pronostiquer. Allez, je vais dire victoire de buts à 1 du LOSC avec un but de David et un but allez, on va dire Botman pour son premier but. Christophe C, ton pronostic? Moi, je serais parti sur un partout également. Alors, avec un but de Da Silva aussi. Mais pour Rennes, par contre, il me fait peur sur coup de pied arrêté. Sincèrement, c'est un joueur qui ne nous réussit pas. C'est déjà une équipe qui ne nous réussit pas beaucoup. Et puis voilà, et j'espère un petit but de David pour la lancer, pour un petit enchaînement. Ça ferait plaisir. Georges, toi qui avais démarré la saison sur les chapeaux de roue en termes de pronostic, est-ce que tu es toujours sur cette lancée? Alors, on va faire un pronostic espoir plus que... on va dire une victoire 2-0. David dans sa lancée, puis tu as un petit but de Yilmaz. De Yavicki ou Yilmaz, à mon avis, ça va être compliqué. On va dire 2-0. Allez, j'y crois moyen, mais comme en général, je me plante rarement. Soyons fous. Patrice, ton pronostic? Moi, je suis en fou. C'est que j'espère j'aurais dit un partout aussi, mais en fait, j'ai envie de dire 3-2 pour nous. Voilà. 3-2, j'ai envie de voir un match fou. 3-2 pour nous avec pour nous, parce que pour eux, je m'en fous totalement de qui va marquer. Mais de toute façon, ce sera sur coup de pied arrêté ou défense statique. Donc, de toute manière, je ne me pose pas de soucis à ce niveau-là. Par contre, pour nous, je vois bien un petit but de David. Je vois un but de Wea et un petit externe comme ça d'Arojo qui vient sur le côté, qui déborde et qui nous la met comme ça et qui lui fait à l'envers. Bon, ou un partout, comme tu choisis, comme tu veux. Avant de passer la parole à Arnaud et aux internautes pour leur pronostic, je vais vous donner le mien quand même, parce que je sais que vous l'attendez tous. Ouais, je vois une victoire de Lille, 1-0 avec un but de Nicolas Fauvergue. C'est l'occasion de saluer les Rennais et eux ils savent pourquoi et Nicolas aussi c'est pourquoi on parle de lui. Là on se souvient effectivement. Et c'est peut-être une façon effectivement de remporter ce match et de le faire rentrer dans les 5 dernières minutes pour qu'il joue vraiment son rôle de bête noire du Stade Rennais. C'est qu'il a beaucoup contribué à la vente de Prozac à Rennes, le mec. On le salue, en tout cas, je sais qu'il nous écoute de temps en temps, donc c'est l'occasion de le saluer. Arnaud, est-ce que tu as un pronostic et est-ce qu'il y a des pronostics sur les réseaux sociaux? Alors, ça dépend. S'il y a du vent, je mettrai peut-être un but pour Lille. Sinon, c'est 0-0 pour moi. Je pense que ça va être un match assez fermé. Je vois qu'un match fermé. Pas trop d'occasions, pas trop de buts, parce que comme ça va jouer c'est que, comme disait Christophe, ou c'est Patrice, je sais plus, qui disait que s'ils gagnent, ils nous rejoignent à 3 points. Je pense que Lille voudra garder son avance et va peut-être jouer le nul pour une fois, on sait jamais. Sinon, au niveau de Twitch, alors il y a Losk Boy qui dit 2-1 pour Lille, Fonte Bamba, Schizophile qui dit 3-2 comme Patrice, avec plein de buts, il dit comme ça. Cash, il a raison. Cash qui voit un but 1-0 pour Lille avec but de Renato. Et c'est vrai que après il y en a qu'est-ce qui dit ça, c'est en parlant de c'est Losk Boy, en parlant de Rennes, c'est l'anniversaire de Moussasso, arrivé gratuit de Rennes aussi en même temps, donc on peut les remercier aussi là-dessus. C'est vrai qu'on a été un peu aussi leur bête noire. Voilà. Voilà aussi. Mais là par contre, autant il peut avoir une cause à effet entre l'étang et l'arrivée de Benjamin André, autant sur Moussasso, il n'a rien à voir avec ça. On a un petit jeune aussi qui dit sur Facebook, c'est Baptiste qui dit 5-4 pour moi avec un triplé d'Arroyo. Et Boris Mareko qui dit une large victoire de 1-0 but d'Iconé. Voilà. Bon,
En tout cas, globalement, des pronostics plutôt optimistes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On verra le match donc ce week-end. Je crois que c'est dimanche à 17h, si je ne dis pas de bêtises. Oui, C'est c'est ça. ça. Donc, on verra le match dimanche à 17h. C'est l'occasion, finalement, maintenant de clôturer cette émission du Bistrot. Alors, bien sûr, avec les remerciements habituels. Remerciements aux différents intervenants, donc Baptiste et Christophe D, qui ont été très discrets. On les a pas vus, mais on les a bien entendus. Donc, Christophe C, Georges et Patrice, merci à vous. Merci à vous pour vos interventions. Merci à Arnaud pour la technique. Merci à tous les internautes qui ont été très très actifs sur les réseaux sociaux, sur le groupe Facebook de Allez le LOSC et sur la chaîne Twitch du Bistrot d'Allez le LOSC. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors on reviendra sur les matchs du LOSC. On essaiera de faire un petit point également sur la formation, le centre de formation lillois. On va faire venir des spécialistes, donc on vous laisse la surprise. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine footballistique et comme chaque semaine, bien sûr, allez le LOSC! Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Salut.